Je suis Lucie Marinier, l'une des deux co-directrices du Carreau avec Sandrina Martins. Nous avons pris en charge cet équipement au mois de mai dernier. Et nous sommes vraiment tout à fait ravis, dans le cadre d'Europe Refresh, dont SOS est partenaire, de vous accueillir pour cette Hub conférence. Sachant que le groupe SOS, je pense pour beaucoup d'entre vous, vous le savez, a clôturé l'année de célébration de ses 30 ans hier soir au Carreau, lors d'un bal absolument mémorable avec l'Orchestre de Montmartre. On était aussi très heureux de vous accueillir. Et je suis encore plus heureuse d'accueillir cette Hub conférence parce que ça correspond parfaitement au travail qu'on souhaite faire au Carreau de rapprochement de différents secteurs de l'économie sociale et solidaire et de l'innovation au sens large du terme en termes d'engagement et de réflexion de citoyenneté. Et puis aussi parce qu'on est en train de construire au Carreau un cycle de conférences, de débats, de réflexions qu'on n'a pas envie de concevoir et de monter tout seul. Et c'est la raison pour laquelle on a proposé à un certain nombre de partenaires, qu'il s'agisse du Printemps de l'économie, des Jeudis de la Sorbonne, des Positive Lab, voilà, et j'espère bientôt des SOS et des Hub conférences, de venir au Carreau et aussi souvent que vous le souhaitez, de pouvoir participer à des débats de ce type. Donc on est très heureux d'ouvrir ça dans le cadre d'Europe Refresh. Et je vous souhaite un très très bon débat et un bon week-end. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, merci d'être présents. L'idée aujourd'hui, c'est donc de parler effectivement de porteurs de projets qui ont un impact sur l'environnement, sur la société, un impact positif. Et donc on est particulièrement heureux de vous accueillir pour cette 66e édition des Hub Conférences. Ça a été rappelé, organisé dans le cadre du week-end Europe Refresh et au Carreau du Temple. Et donc évidemment, au nom des Hub Conférences et du groupe SOS, je remercie les équipes du Carreau et de Europe Refresh. Alors, je le disais, on est aujourd'hui présent pour donner la parole et puis pour donner aussi un vrai encouragement à des entrepreneurs qui se mobilisent pour la planète. On est au début du mois de l'ESS, comme vous le savez sans doute. Donc ça sera une thématique qui sera très présente dans les prochaines semaines. Et puis aussi, on est à quelques semaines de la très attendue COP21. Et donc pour nous, ça nous paraissait important de pouvoir contribuer, de pouvoir faire en sorte que des projets qui se mobilisent pour le bien de la planète puissent être visibles et puissent être encouragés. Et donc nous, les Hub Conférences, c'est ce qu'on fait, mais on n'est pas les seuls à le faire parce qu'on a des partenaires qui sont avec nous, qui nous accompagnent, et je pense particulièrement à Aviva, la Fabrique Aviva, et je vais demander à Claire de me rejoindre sur scène, parce que donc Claire travaille pour la Fabrique Aviva, elle va vous présenter un appel à projet très chouette qui intéressera sans doute les porteurs de projets présents dans la salle. Claire. Bonjour à tous, merci William de m'avoir invité pour parler de la Fabrique Aviva. Déjà, Aviva, qu'est-ce que c'est? Je ne suis pas certaine que tout le monde le sache ici. On est un assureur généraliste, positionné notamment auprès des professionnels, des TPE, des PME, voilà. À la fois évidemment en leur proposant des produits d'assurance dédiés, mais aussi avec une politique d'investissement fort, notamment dans l'ESS, grâce au groupe SOS et au comptoir d'innovation notamment. Donc moi aujourd'hui je vous présente la Fabrique Aviva. C'est une preuve supplémentaire de cet engagement puisqu'on offre 1 million d'euros à 200 projets d'entrepreneurs utiles et innovants. Donc nous on a émis ce mot utile pour recouvrir tous les projets qui ont un impact positif sur la société. Évidemment l'aspect environnemental fait partie de cet appel à projet. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de soutenir, de donner un coup de pouce à ces projets, à ces entrepreneurs qui ont besoin d'un soutien financier pour lancer leur activité ou leur nouveau projet et d'être vraiment à leur côté comme un accélérateur pour accélérer un peu leurs bonnes idées. Donc le principe c'est vraiment très simple, il y a un site internet sur lequel les porteurs de projets déposent leur dossier via un formulaire pas très compliqué à remplir. Ça commence le 10 novembre jusqu'au 30 décembre. Et ensuite, mi-janvier, il y aura les votes qui commenceront pendant 5 semaines. À la fin de ces 5 semaines, les 200 projets qui auront eu le plus de votes seront finalistes. Ils auront 2 000 € au minimum. Et ensuite, il y a une étape derrière avec un jury
qui va analyser ces 200 projets sur des critères plus objectifs que juste simplement les votes et qui va élire 60 grands gagnants. Donc ces grands gagnants auront un soutien financier de 5 000, 10 000, 25 000 ou 50 000 euros. Donc voilà, on est vraiment très content de cette opération. C'est aussi un moyen de mettre en valeur toutes ces belles initiatives qui existent, de les faire connaître au grand public, à qui on va donner un rôle, puisqu'on va les amener à voter sur notre site. Donc voilà, vous l'aurez compris, ça peut intéresser tout le monde. Si ça se trouve, là, il y a peut-être déjà des gens qui se disent qu'ils pourront concourir ou qui connaissent quelqu'un que ça pourrait intéresser. Donc n'hésitez pas à en parler, on a un site internet, aviva.fr/lafabrique. On est présent aussi sur les réseaux sociaux, vous pouvez nous suivre. On va voir derrière, Simon va lancer un film pour expliquer tout ça. Et puis un dernier mot, donc nous depuis quelques semaines, toutes les semaines on est présent en région pour aller à la rencontre de ces entrepreneurs. Le 20 novembre prochain on sera présent à Paris, au Pan Piper, donc on vous invite d'ores et déjà à réserver votre date. C'est le même principe que les Up, l'entrée est gratuite, il suffit de s'inscrire sur l'event Facebook. Donc voilà, j'espère vous voir nombreux le 20 novembre et on peut regarder le film qui explique tout ça. Merci. Les PME et TPE françaises sont pleines d'innovation. Elles sont le cœur du dynamisme économique de la France au service de la croissance et de l'emploi. C'est pourquoi Aviva s'engage toujours plus loin pour les entrepreneurs utiles et innovants et lance la fabrique Aviva pour leur faire gagner des soutiens financiers pour 1 million d'euros. Pour soumettre votre candidature, il vous suffit d'être un jeune créateur d'entreprise ou une entrepreneur accomplie et avoir un projet entrepreneurial pour lequel vous avez besoin d'un soutien financier et qui répond à l'un de ces 4 enjeux de société suivants. Soutenir l'emploi, renforcer le lien social, agir pour une santé durable ou encore protéger l'environnement. Mais comme tout le monde le sait, avoir une bonne idée de projet ne suffit pas toujours et il faut notamment de bons partenaires. Pour la fabrique Aviva, une bonne idée doit être utile, innovante, durable, profitable et avoir un impact positif sur la communauté. Tentez de faire partie des 200 finalistes de la fabrique Aviva. Pour participer, rien de plus simple. Du 10 novembre au 30 décembre, déposez votre projet en ligne en sélectionnant l'une des 4 thématiques. N'oubliez pas d'ajouter des photos et même une vidéo pour présenter au mieux votre projet. À partir du 11 janvier, tous les projets seront visibles sur le site de la fabrique Aviva. C'est le moment de faire du bruit. Vous avez 1 mois pour faire connaître votre projet et obtenir le plus de votes possible sur le site de la fabrique Aviva. Enfin, ce sont les 200 projets qui auront obtenu le plus de votes qui iront en finale et tous obtiendront un soutien financier. C'est ensuite le grand jury de la fabrique, composé de personnalités reconnues, qui élira les 60 grands gagnants. En synthèse, déposez votre projet du 10 novembre au 30 décembre. Du 11 janvier au 19 février, faites du bruit pour récolter un maximum de votes et faire partie des finalistes. Rendez-vous début mars pour l'annonce des gagnants. Voilà. Donc si des porteurs de projets sont présents dans la salle, n'hésitez pas à vous y inscrire à cet appel à projet. Donc juste pour finir sur cette séquence un peu introductive et pour rentrer dans le vif du sujet, vous le savez, on est réunis ici autour des Hub Conférences. Très rapidement, pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, donc on organise chaque semaine, et donc y compris le week-end maintenant, des rencontres qui sont dédiées à celles et ceux qui incarnent l'innovation sociale, l'innovation environnementale, l'innovation citoyenne. Et à travers ces rencontres, on espère pouvoir les aider à défendre leurs solutions et de faire en sorte que ces solutions soient visibles et qu'elles puissent irriguer le débat public et également être diffusées auprès du plus grand nombre. Vous aurez toutes les informations sur les conférences sur notre site hub-conférence.fr. C'est des rencontres qui n'existeraient pas sans le soutien de nos partenaires. Aviva, donc, que Claire vient juste de nous présenter, mais également Accenture, Danone Community, Suez Environnement et la mairie de Paris, et le Crédit Coopératif qui est représenté aujourd'hui par Jean-Louis Bancel, son président, qui me rejoindra sur scène dans quelques secondes. On a également des partenaires presse qui nous accompagnent, qui font écho aux solutions portées par nos intervenants, et également un réseau social qui est le dernier né de l'écosystème Up. Alors je ne sais pas si vous y êtes inscrit, mais en tout cas c'est un réseau qui vous permet de savoir qui sont les personnes qui participent aux événements, de découvrir des porteurs de projets, d'apporter votre aide, et si vous êtes vous-même un porteur de projet, de solliciter l'aide de cette communauté, puisqu'aujourd'hui ce sont plus de 12 000 personnes qui sont inscrites sur Up Campus.
Enfin, un petit mot sur le groupe SOS. Donc, ça a été rappelé également tout à l'heure. Notre organisation a maintenant 31 ans. On a fini notre anniversaire de 30e anniversaire hier en beauté au Carreau du Temple, avec plus de 2000 personnes sur une soirée festive et musicale. Peut-être que certains d'entre vous y étaient. Et donc le groupe SOS est à l'origine de ces rencontres. Alors, comment ça va se passer aujourd'hui? On va être ensemble jusqu'à 15h, peut-être un petit peu plus, vu qu'on a commencé un petit peu en retard. Et donc on va découvrir 4 porteurs de projets. 4 porteurs de projets absolument étonnants. Alors, ils sont étonnants pour plusieurs raisons. D'une part, parce qu'ils sont hyper créatifs, parce qu'ils inventent des solutions qui font du bien à notre planète, vu que c'est le sujet d'aujourd'hui. Ils sont étonnants parce qu'ils ont fait preuve de générosité également dans leur engagement, parce qu'ils se disent qu'on peut concilier engagement personnel et vie professionnelle. Et puis, ils sont enfin étonnants par leur audace, parce qu'ils considèrent qu'on n'est pas obligé d'attendre que la solution vienne d'en haut pour agir, et qu'on peut également agir à son échelle pour pouvoir proposer des solutions qui vraiment font la différence et qui peuvent nous aider, nous, et donc en l'occurrence vous qui êtes ici présents dans cette salle, à vous impliquer. Ils sont innovants évidemment ces projets, mais comme tout porteur de projet, ils ont besoin également d'être soutenus, d'être encouragés, alors soit par des appels à projets, mais également tout simplement en ayant de la visibilité pour pouvoir partager leurs solutions. Et donc n'hésitez pas à la fin de la conférence à aller les solliciter, les rencontrer. Je pense qu'ils seront ravis de discuter avec vous. Et puis vous pouvez participer également dès à présent sur Twitter sur le hashtag UpConf. Alors, juste pour savoir, pour prendre un petit peu la température dans la salle, est-ce que, à part nos 4 porteurs de projets qui sont là, il y a d'autres porteurs de projets qui sont présents, ou des gens qui travaillent dans l'économie sociale et solidaire, associatif? Si vous pouvez lever la main, juste pour voir. Ok, chouette. Des gens qui sont plutôt dans l'entreprise, entre guillemets, classique? Ok. Les étudiants? Il y en a quelques-uns aussi, ouais. Et des gens qui sont plutôt dans les institutions, peut-être, secteur public. Il y en a aussi, super. 2 dernières questions. Est-ce que, si vous êtes globalement aujourd'hui, quand vous écoutez les infos, inquiets pour l'avenir de la planète, ceux qui le pensent, levez la main. Ouais, donc on est quand même globalement tous sur le même diagnostic. Et est-ce que vous êtes malgré tout confiant dans le fait qu'il existe encore des solutions, qu'il n'est pas trop tard, et qu'il y a quand même des raisons d'être optimiste? Levez la main. Bon. Ça va, du coup on part tous sur le même pied d'égalité. Pour rentrer de plein pied dans le sujet, je vais demander à Jean-Louis Mancel de me rejoindre sur scène. Bonjour Jean-Louis, on va s'installer ici. Alors, Jean-Louis, vous êtes président du Crédit Coopératif. Oui. Crédit Coopératif, je le disais tout à l'heure, c'est un partenaire historique des conférences, mais par ailleurs aussi c'est une structure historique de l'économie sociale et solidaire. Vous allez pouvoir nous expliquer un petit peu tout ça. Et puis également nous expliquer tout à l'heure en quoi est-ce que le Crédit Coopératif se sent concerné par la COP21, puisque c'est également le sujet de cet après-midi. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots le Crédit Coopératif? Oui, c'est simple, c'est une start-up de 123 ans. Voilà. C'est une maison qui a été créée il y a 123 ans parce qu'il y avait des gens qui à l'époque étaient des travailleurs, qui étaient dans des coopératives ouvrières de production, c'est ainsi qu'on les appelait à l'époque, qui ne trouvaient pas des banquiers pour financer leurs projets. Donc ça vous rappelle des choses, hein. On dit à peu près des choses qui ressemblent parfois à ça, et ils ont dit c'est simple, on va créer notre banque. Et donc il y a 123 ans, ces gens ont créé leur banque. Alors peut-être qu'à l'époque c'était plus facile qu'aujourd'hui, mais d'une certaine façon aujourd'hui on retrouve ces phénomènes-là à travers bien sûr la finance participative. Mais néanmoins, nous, on est animés par cet esprit coopératif depuis 123 ans. Alors, on n'est pas simplement un musée des arts et traditions populaires. Pour nous, être coopératif, c'est respecter un certain nombre de valeurs, de principes coopératifs, de responsabilité, d'engagement, de solidarité. Et ça nous emmène à nous réinventer constamment et à essayer de nous intéresser à ce qui concerne la vraie vie, les gens, mais les gens pas pris tout seuls, c'est-à-dire que bien sûr on peut avoir le sentiment, ça rejoint notre question là sur la planète, que oui peut-être que ça va pas terrible, mais si on commence à se morfondre tout seul dans son coin, on va pas s'en sortir. Et donc la démarche qui est toujours la nôtre, c'est de dire chacun d'entre nous peut faire bouger un peu au moins son monde, et puis si chacun d'entre nous fait bouger son monde, tous ensemble on arrivera peut-être à faire bouger le monde. Ce que j'aime appeler, honnêtement, je pense que chacun d'entre nous est à la fois, c'est très typique sur ce sujet du climat, de la transition énergétique, etc.,
citoyen du monde et acteur des territoires, dans son territoire ou dans sa communauté. Et donc c'est pour ça que pour moi c'est important d'être présent à ce genre d'événement. Parce que vous savez, le métier de banquier, c'est pas simplement être picsou avec des coffres forts, avec de l'argent dedans. Non, c'est d'abord écouter des gens qui ont des projets, c'est d'abord essayer de leur faire comprendre en quoi je comprends ou je ne comprends pas leur projet, parce que c'est la première chose que je peux faire d'utile, c'est dire, oula, ça me paraît bien compliqué, ou je ne comprends pas bien. Si donc moi je ne comprends pas bien, ça va pas être facile peut-être pour faire porter le projet vis-à-vis d'autres. Et puis ensuite, bien sûr, il peut y avoir des questions d'argent. Et après, c'est d'essayer d'expliquer aux gens que voilà, c'est bien d'avoir une bonne idée pour savoir la mettre en œuvre. Et la meilleure façon de la mettre en œuvre, c'est de ne pas rester tout seul. C'est de partager, comme on va le faire là, ou avec d'autres dans des structures diverses à créer. Voilà. Alors on est à quelques semaines, on le disait tout à l'heure, de la COP21, donc une COP21 qui suscite énormément d'attentes, mais qui également provoque pas mal de craintes. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi est-ce que vous vous sentez au Crédit Coopératif concerné par la COP21? Alors il y a deux niveaux, j'allais dire, il y a le niveau de mobilisation, d'engagement. Alors deux choses que je peux vous dire, c'est que nous allons développer une grande campagne de publicité juste à ce moment-là. Un ton qui ressemble à nos campagnes de publicité habituelles, qui consiste à expliquer que par notre banque, on peut essayer de faire bouger des choses. J'en donnerai quelques exemples précis tout à l'heure. Deuxième chose, on organise un grand événement dans les locaux de l'UNESCO le 3 décembre après-midi, qui s'appelle la société civile et la transition énergétique, où j'ai invité, c'est un événement du Crédit Coopératif, j'ai invité des collègues du monde de l'économie sociale et solidaire en France, en Europe et dans le monde. Même mon collègue président des coopératives d'énergie américaines va venir pour que chacun prenne des engagements. Ces engagements, il ne s'agit pas de faire des trucs qui fassent bien sur une affiche mais qui n'ont rien en fait. Et donc on va ensemble essayer de dire aux gens voilà ce qu'on peut chacun faire dans d'autres mondes de l'économie sociale et solidaire. Ça sera poursuivi les 4 et 5 décembre, 3 décembre, donc c'est l'événement du Crédit Coopératif, le 4 et le 5, c'est les universités de la Terre, dont le Crédit Coopératif est partenaire, et là aussi où nous allons montrer des choses. Alors, pourquoi on est sur ces événements-là et pas directement au Bourget? Parce que j'ai voulu essayer de rentrer dans les mécanismes où ça coûte la peau des fesses. Et moi, ma banque, elle n'a pas les moyens, comme d'autres grands groupes, qui d'ailleurs polluent beaucoup par ailleurs, de me payer les moyens d'accéder à ces endroits-là. Après, la question c'est en plus, est-ce que c'était utile ou pas? Je préfère fondamentalement faire mon travail d'explication auprès du public. Voilà. Bon, c'est sans doute important d'être... je suis intervenant comme je suis cet après-midi, je serai au Bourget intervenant à un certain nombre d'événements. Mais c'est important, me semble-t-il, que chacun d'entre nous, citoyen du monde et acteur du territoire, comprenne ce qu'il peut faire. Voilà. Alors, après, peut-être pour parler sur un exemple concret dans notre banque, ce que l'on peut faire, alors c'est né il y a déjà un bon bout de temps, vous avez peut-être vu, ça fait fort longtemps déjà que les Amis de la Terre publient périodiquement un palmarès, enfin je dirais une espèce de classification sur les effets de l'activité des banquiers sur l'environnement, sur entre autres les questions climatiques. Et c'était il y a presque 10 ans maintenant, je me rappelle très bien, c'était la première fois que les Amis de la Terre faisaient ça, et on a appris qu'on était les meilleurs. Alors, attention, à l'époque j'avais regardé d'à peu près, enfin c'est au royaume des aveugles, les pauvres nous sont rois. C'est-à-dire qu'en fait, avec nos amis de la Nef qui sont adossés au Crédit Coopératif, on était bien. Enfin, bien, tout le monde était très mauvais, et nous on était moins mauvais que les autres. On était, vous savez, comme correct. Et donc j'ai fait venir les Amis de la Terre pour échanger avec eux. Et ça a été un dialogue très utile, parce que je pense qu'ils ont mieux compris quel était le métier de banquier, et moi j'ai aussi compris leur attente. Parce qu'ils voulaient globalement que je ne prête de l'argent, parce que le métier de banquier c'est fondamentalement de prêter l'argent que les clients déposent sur leur compte courant, leur livret, etc. Ils voulaient que je prête qu'à des projets qui étaient bons du point de vue environnemental.
Sauf que je leur ai dit, mais et si ces gens-là ne sont pas capables de me rembourser, elles m'ont dit, c'est pas notre problème. Ah, je dis, oui, moi, c'est même mon problème, parce que si c'est un truc bien pour la terre ou pour l'environnement, mais qu'à la fin, les clients sont pas, enfin, mes déposants ne sont pas remboursés, je ne paie pas mon métier de banquier. Et donc, j'ai expliqué que je ne pouvais pas me substituer au métier d'une ONG, et qu'en revanche, j'étais prêt à intégrer, et ce que nous avons fait, nous avons une politique définie au conseil d'administration, définie une politique d'octroi des crédits, ce qu'on fait pas, enfin, plutôt ce qu'on fait, parce que je considère qu'on ne dirige pas une boîte à coup d'interdiction. On n'a pas le droit de faire ci, pas le droit de faire ça, c'est assez difficile d'entreprendre. Et par exemple, ça nous a emmené à ce qui est vraiment un axe directeur de la politique du crédit coopératif, c'est la traçabilité. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus défini des produits financiers où c'est vous qui décidez où nous allons prêter l'argent. La dernière illustration de ce qu'on a fait dans ce domaine, c'est avec la Chambre de commerce et d'industrie du Nord-Pas-de-Calais, qui a décidé de se réindustrialiser à sa façon. Ils se sont embarqués avec Jeremy Rifkin, je pense que vous connaissez, dans le concept de troisième révolution industrielle. Et donc, ils ont fait un appel à candidature des différents banquiers pour les accompagner dans cette démarche. Et c'est nous, Crédit Coopératif, qui avons été retenus sur cette démarche on a créé un livret, troisième révolution industrielle, qui consiste à dire que tous les ch'tis, soit les habitants, soit de cœur, soit la diaspora ch'ti, où que ce soit sur la Terre, peut déposer de l'argent sur un compte sur livret, qui est moins bien rémunéré, au global. C'est-à-dire qu'il y a une première tranche pour attirer les jeunes qui est un peu mieux rémunérée que le livret A, et au-delà, c'est moins bien rémunéré que le livret A. Parce que ce qui compte, semble-t-il, c'est que les gens comprennent à quoi sert leur argent. Ce n'est pas simplement la rémunération. Et donc, en 6 mois, on a réussi à lever plus de 8,5 millions d'euros déjà, et on a déjà identifié une bonne dizaine, quinzaine de projets qui vont être financés avec cet argent collecté. Et ça marché super bien, c'est-à-dire qu'on a fait en 6 mois mieux que les objectifs qu'on s'était donnés en 1 an déjà. Et donc on va généraliser maintenant ce livret dans toutes les régions de France, en impliquant d'ailleurs les sociétaires du crédit coopératif, les délégués des sociétaires dans les choix des projets, etc. Donc, voilà, pour moi c'est l'illustration de comment un banquier peut, tout en faisant son métier, parce je pense qu'il ne faut pas se tromper, il faut que chacun fasse ce pourquoi il existe. Un banquier doit banquer, et il doit néanmoins intégrer ceci dans sa politique, on parle de crédit. Voilà, très concret. Super, merci Jean-Louis. Alors, on va découvrir 4 porteurs de projets, donc nos 4 porteurs de projets que je vais demander de nous rejoindre sur scène. Je vous propose de les applaudir pour leur donner aussi un petit peu d'encouragement. Ils s'installent. Allez-y, je vous en prie. Et installez-vous où vous voulez, le micro circulera. Alors, pendant que vous montez sur scène, donc nous avons avec nous aujourd'hui Clément Lebras, qui est cofondateur de Lilo, Egil Lepers, qui est fondateur de 90 jours, Laure Verhaeghe, qui est cofondatrice de l'Endosphère, et puis Jean-Baptiste Hanotin, responsable marketing et digital et communication chez Optimiam. Alors déjà bravo et merci d'être là parce que voilà, en préparant un petit peu cet échange, moi j'ai pu découvrir vos projets qui sont vraiment hyper innovants, qui manifestement ont un impact potentiel qui est assez impressionnant. J'espère qu'en sortant de la salle, les participants du coup se jetteront sur vos applications ou sur vos sites respectifs. La façon dont ça va se passer, c'est qu'on va passer une quinzaine de minutes avec chacun d'entre vous. On va pouvoir un petit peu comprendre votre parcours, comprendre un petit peu comment est-ce que est venue l'idée des projets que vous portez, comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce que dans la salle on peut s'en emparer. Et puis après, pour chacun de ces projets, je demanderai à vous, Jean-Louis, d'endosser le rôle de grand témoin un petit peu, d'apporter votre regard, parce que justement, vous le disiez tout à l'heure, votre métier, c'est aussi identifier, accompagner et faire grandir des projets innovants, donc ça sera intéressant d'avoir votre regard. Alors, on va commencer par toi, Clément, donc du coup, par le projet Lilo, dont tu es le cofondateur. Alors, je vais expliquer ça, moi, très simplement, mais après, évidemment, tu feras rentrer dans le détail. Donc, c'est un moteur de recherche, Lilo, qui permet de financer des projets sociaux et environnementaux. Donc ça, c'est un peu la base. C'est ça. Avant de justement rentrer un petit peu plus dans le détail, d'ouvrir le capot, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours avant d'être entrepreneur, avant d'être fondateur, cofondateur de Lilo? Oui, tout à fait. Avant d'être donc cofondateur de Lilo, moi j'ai
fondé Lilo juste après la sortie de mes études. Donc je n'ai pas une grande expérience en entreprise, mais ce que je peux dire, donc moi je suis diplômé, je suis ingénieur, diplômé des mines à Paris. Et pourquoi j'ai eu envie de lancer Lilo, c'est que j'ai eu une expérience d'1 an en ONG à Madagascar. Et je voulais que mon travail vraiment ait un sens. Ça, c'était vraiment le critère important pour moi, et soit utile. Et donc j'ai travaillé en ONG, et là-bas j'ai découvert l'entrepreneuriat social, qui m'a vraiment passionné. J'ai lu pas mal de livres à ce propos-là, j'en avais jamais entendu parler, je me suis dit mais c'est pas normal qu'en arrivant à 1 an de ma sortie de diplôme, je sache même pas ce que c'est que ce truc qui est absolument génial. Et donc en rentrant, je me suis dit bah voilà, j'ai envie de créer mon entreprise sociale. C'était en quelle année ça du coup? Ça c'était il n'y a pas si longtemps, c'était en 2012. 2012, et donc j'ai réfléchi pendant 1 an, j'ai réfléchi à pas mal de projets. Je suis allé au Cambodge pour rencontrer pas mal d'entrepreneurs sociaux, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font là-bas. Il y a beaucoup d'ONG qui cherchent justement des nouveaux modes de financement. Et j'ai rencontré une vingtaine d'entrepreneurs dont les histoires m'ont à chaque fois bouleversé, en fait, c'était vraiment très fort. Et je me suis dit, mais il faut vraiment que ces gens-là soient connus. Et je sais qu'il y en a aussi en France, parce que je commençais à m'intéresser, je me suis dit, il faut que ça soit plus connu. Il faut que les gens, le grand public, en fait, prennent conscience de ça. Et c'est ça qui m'a donné envie de lancer Lilo. Donc Lilo qui est un moteur de recherche comme tu l'as dit, parce que pour justement faire connaître en fait tous ces projets et aussi leur apporter un financement et impliquer en fait impliquer vraiment le grand public qui, je pense aujourd'hui, si on va dans la rue, qu'on fait un sondage, on dit entrepreneuriat social, à mon avis il n'y a pas beaucoup de gens qui savent ce que c'est. Et donc le but c'est ça, vraiment d'impliquer les gens dans cette démarche. D'accord. Donc l'idée c'était de les rendre visibles et d'impliquer les gens dans cette démarche. Donc on est en quelle année lorsque Lilo est créé? Alors du coup Lilo il a été créé, donc j'ai démarré Lilo en 2014, en juin 2014 avec mon associé. Ouais. On a travaillé pendant 6 mois, on a un peu zigzagué entre différents concepts. Et on a lancé Lilo en version publique en février 2015, donc c'est assez récent, ça fait 8 mois. Et aujourd'hui, en version publique, donc une version qui fonctionne et qui rapporte déjà de l'argent au projet. Aujourd'hui, on a un peu plus de 35 000 utilisateurs quotidiens. On génère plus de 5 millions de recherches par mois. Et j'expliquerai comment après l'argent vient, mais on a reversé déjà plus de 25 000 € à une quinzaine de projets. D'accord. Voilà. Parce que moi j'ai lu un chiffre qui est assez intéressant, c'est que chaque année, en moyenne, chaque internaute rapporte au moteur de recherche 30 €. C'est ça. Donc oui, du coup, si on multiplie ça par le nombre d'utilisateurs et le fait qu'il y a 1 milliard d'utilisateurs tous les jours sur les moteurs de recherche, si on imagine que certains de ces utilisateurs allaient utiliser Lilo, on peut imaginer que l'impact effectivement serait considérable. En fait, l'impact peut être absolument phénoménal. C'est-à-dire que le moteur de recherche sur Internet, ça, je pense que c'est quelque chose que les gens ne savent pas, c'est que c'est ce qui rapporte le plus d'argent. En fait, c'est ce qui monétise le mieux sur Internet, c'est mieux que Facebook, c'est mieux que Twitter, c'est mieux que tous les sites qu'on connaît, c'est le moteur de recherche. Et nous, on s'est dit, bah voilà, tout le monde l'utilise, et en plus, ça rapporte énormément d'argent. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas récupérer cet argent, proposer aux gens de récupérer cet argent et de le redonner ensuite en totalité à des projets. Donc nous, ça c'est vraiment le principe de base, l'idée qui est assez simple en fait. Et la concrétisation de cette idée, elle est assez simple aussi, c'est comme un Google en fait, Lilo. Nous, on va utiliser les résultats des moteurs de recherche, donc on a des partenariats avec Google, avec Yahoo, avec Bing. Donc en fait, vous avez la même pertinence que sur ces moteurs de recherche. Et nous, on vous propose de récupérer 50% de l'argent que vous générez sous forme en fait de gouttes d'eau. Donc c'est un peu l'image de la goutte d'eau des colibris. Je ne sais pas s'il y en a ici qui connaissent cette légende, qui nous a beaucoup inspiré. Et aussi, je reprenais un peu ce qu'on disait avant. C'était vraiment se dire, je suis pas tout seul. Je peux déjà être citoyen à la fois du monde et à la fois acteur du territoire. Nous, c'est ce qu'on veut faire, c'est dire aux gens, autour de vous, il y a des gens qui ont des projets et vous pouvez les soutenir, mais gratuitement, sans donner de temps, et via un geste que vous faites finalement tous les jours. Ce geste-là, donc il suffit très simplement. Comment ça marche en fait? Moi, du coup, j'ai mon ordinateur, je me connecte sur le site. Exactement. En fait, très concrètement, donc ça s'appelle Lilo. Vous pouvez aller sur lilo.org, vous tapez Lilo sur n'importe quel moteur de recherche, parce que normalement, on est en premier résultat. Et vous allez voir sur le site. Ensuite, vous cliquez sur 3-4 boutons. Ça vous met en fait Lilo comme moteur de recherche sur votre ordinateur. Et après, vous commencez à faire vos recherches comme d'habitude. Et à chaque recherche, vous allez gagner une goutte d'eau. Cette goutte d'eau, donc c'est un petit point en fait que vous gagnez vraiment à chaque recherche, ça représente l'argent que vous avez généré. Et ensuite, nous on a une plateforme, donc on développe une plateforme un peu d'un nouveau genre, puisqu'on va pas donner d'argent, c'est un peu comme du crowdfunding, sauf qu'on donne pas d'argent, on donne des gouttes d'eau, donc une sorte de monnaie complémentaire, de points.
Et nous, ensuite, donc vous avez fait 50 recherches dans la journée, vous donnez vos 50 gouttes d'eau à un des projets qui est sur la plateforme, et nous, on transforme ces gouttes d'eau en argent. Et derrière, le projet, lui, va poster des actualités en disant, voilà, comment on utilise l'argent, regardez l'impact qu'on a, et c'est grâce à vous qu'on a cet impact. Les projets qui sont présents sur la plateforme, alors comment est-ce qu'ils sont choisis c'est quel type de projet qu'on peut retrouver? Je te remercie de me poser cette question, parce qu'en fait, on va sortir un truc là lundi, sur lequel on a pas mal bossé ces derniers mois, parce qu'on s'est posé énormément cette question, de dire justement comment sélectionner tous ces projets, comment les afficher, comment faire pour faire tout ça. Nous, on ne veut pas se positionner en tant que gens qui vont dire ça c'est social, ça c'est pas social, etc. Donc en fait, ce qu'on veut faire, c'est vraiment quelque chose de très bottom-up, un peu comme Wikipédia, où chacun va pouvoir poster son projet. Donc nous, on fait quand même une modération, on regarde si ça rentre quand même un peu dans nos critères, évidemment. Mais après, il y a une plateforme de vote. Et en fait, chaque semaine, c'est vraiment du flux continu. Chaque semaine, le projet qui a le plus de votes ira sur la plateforme en financement et les gens pourront leur donner les gouttes d'eau. Et aujourd'hui, on a une quinzaine de projets. Le but, c'est d'en avoir beaucoup plus. Donc s'il y a des porteurs de projets, n'hésitez pas à aller vous inscrire. Ça se fait en 2 clics aussi, c'est très simple. Et pour vous donner des exemples de projets, nous, c'est social et environnemental. En fait, on a 4 grandes catégories qui sont l'environnement, la santé, le social et l'éducation. Et donc, et si vous êtes un projet qui agit qui a un impact positif dans cette catégorie, vous pouvez venir sur Lilo. D'accord. En termes justement de recherche, la question que pas mal de personnes doivent se poser, j'imagine, c'est bon, du coup, ça a une action, un effet positif, mais est-ce que la pertinence de la recherche sur le moteur de recherche est la même que si jamais j'allais sur Google et Yahoo Ça, c'est effectivement la première question à laquelle il faut qu'on réponde, parce que si on n'a pas répondu à cette question-là, rien n'est possible en fait. Donc nous, c'est pour ça qu'on a choisi de s'associer, en fait, on est ce qu'on appelle un métamoteur. C'est-à-dire que, pour vous expliquer comment ça se passe, c'est assez simple à comprendre. Quand vous lancez une recherche sur Lilo, nous on récupère la recherche et on l'envoie à Google, on l'envoie à Yahoo, on l'envoie à Bing et on récupère les résultats. Et ensuite on les met en forme et on vous affiche ces résultats. Donc normalement, aujourd'hui, voilà, on a un peu plus de 30 000 utilisateurs qui l'utilisent quotidiennement. Moi je l'utilise quotidiennement. On va dire dans 95 à 98% des cas, on a les mêmes résultats que sur les autres moteurs de recherche. Mais après, voilà, j'invite chacun à venir à essayer, puis faire le test. À nous faire des retours aussi si jamais ça ne fonctionne pas comme vous voulez. En termes d'objectifs, vous vous projetez comment à partir de combien de projets est-ce que vous souhaiteriez avoir sur la plateforme d'ici 6 mois comment est-ce que vous voyez l'avenir? Alors en termes d'objectifs, donc ça c'est le but de Lilo, c'est de devenir vraiment un produit très grand public, puisque c'est l'objectif premier. Nous, aujourd'hui, on a 30 000 utilisateurs parce qu'il y a eu évidemment toute une période d'aller-retour, d'apprentissage. Et là, l'objectif d'ici 1 an et demi, c'est d'avoir 1 million d'utilisateurs. Donc 1 million d'utilisateurs, ça reversera au projet chaque année, et ça pourrait générer 4 à 5 millions d'euros directement pour les projets. Donc 10 millions d'euros en tout et 4 à 5 millions d'euros pour les projets. Et donc ça veut dire qu'il y aurait des centaines de projets sur la plateforme voilà. Et sur le territoire qui est visé, aujourd'hui donc c'est essentiellement la France, mais il y a des velléités du coup de vous étendre en Europe. Exactement, alors aujourd'hui on a des projets français, mais on a la majorité effectivement de notre trafic provient des pays francophones. On commence à se lancer au Québec, au Canada, et on a traduit Lilo en anglais et en espagnol, donc on a 2 projets espagnols et on a un projet anglais. Et en fait, ce qui est assez rigolo, c'est qu'on a eu plein de demandes aussi de projets d'Amérique du Sud qui sont très intéressants en disant mais c'est génial, le truc, il faut absolument le traduire, etc. Donc malheureusement, on n'a pas les moyens d'une multinationale, donc on avance au rythme où on va, mais voilà, on cherche à lever des fonds, on a fait une première levée de fonds, là on cherche à faire une deuxième plus importante, et le but c'est de tendre assez rapidement. En tout cas, ça grandit vite. C'est ça. Ok. Voilà. Merci. Jean-Louis, alors est-ce que vous êtes convaincu? Est-ce que vous vous dites je vais me mettre à Lilo dès que je rentre chez moi? Oui, mais alors j'ai fait le tour là avant d'arriver et j'ai vu qu'il y avait des gens qui font un peu la même chose que Elliot. Donc c'est. Hein? Ah, c'est vous, ouais, voilà, ok. Vous voyez, je retrouve question. Donc c'est intéressant. Deux points que je dirais en réaction. C'est ça qui est fort, je pense, dans une économie de liberté. Et ça, c'est mon premier point. Et contrairement à ce que certains pensent, l'économie sociale et solidaire traditionnelle, que ce soit coopérative, etc., le premier principe qui regarde, c'est la liberté de faire. La liberté d'adhérer, de se retirer, etc.
Et il faut aussi que nos structures aient la liberté d'agir. Donc ça, c'est un premier point. Il n'y a pas d'antinomie pour moi entre économie sociale et solidaire et liberté. Au contraire, nous sommes des facteurs d'augmentation de la liberté du choix. Alors, deuxième point qui est intéressant, c'est utiliser comment dire, c'est ce que j'appellerais des asymétries d'information, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui savent que quand ils vont sur un moteur de recherche, en fait, ils génèrent de l'argent derrière. Hein. Et ça renvoie à tout ce débat, tout ce qui est dans tous les systèmes où c'est gratuit, à la fin, le produit, c'est même le client, enfin le consommateur. Mais ça renvoie à ce problème de l'économie cachée, d'une certaine façon, du système Internet. Alors, moi, je trouve ça très bien qu'il y ait des innovateurs qui utilisent ces systèmes. La question qui peut se poser, c'est est-ce qu'à un moment ou à un autre, il n'y a pas un risque de pot de fer et de pot de terre? C'est-à-dire que le jour où ça arrangera Google, ils feront comme EDF, ils créeront leur filiale. C'est ce qu'ils ont fait EDF pour les éoliennes, etc., pour aller eux-mêmes récupérer. Pourquoi continuer à aller sortir de l'argent de leur système? Et c'est, me semble-t-il, le grand risque dans tous ces modèles-là, c'est qu'un jour, bon alors pour des tas de raisons symboliques, pour le moment ils ont tout intérêt à laisser faire, mais à un moment ou à un autre, ils peuvent toujours asphyxier. Et c'est là, oui. Et donc c'est là où je pense qu'il est important d'avoir un soutien populaire, c'est-à-dire que le jour où la lutte redevient très inégale, il faut avoir le moyen de résister d'une certaine façon ou d'une autre. Et ce qui compte à ce moment-là, c'est d'avoir des adhérents, d'avoir des gens qui disent non mais touche pas à l'îlot parce que je tiens à mon îlot. Mais éventuellement, ça voudra dire aussi qu'il faudra changer de modèle économique. Mais je ne suis pas là pour dire que c'est pas jouable, mais c'est prévenir, c'est attention, attention. Dernier point qui est intéressant, bien sûr, et là je retrouve ce que nous on fait au Crédit Coopératif avec ce système où le livret agir ou d'autres choses, c'est les gens qui choisissent. Je pense qu'aujourd'hui, et surtout dans tous nos domaines, je parle là du financier, alors c'est du don, il y a des espèces, mais c'est encore plus vrai, me semble-t-il, pour le prêt, etc. C'est les gens en ont marre des boîtes noires. Ce qu'ils veulent savoir, c'est eux qui décident. Donc, ça, je trouve que c'est absolument fantastique. Voilà. Une réaction, Clément? Oui, je voulais juste répondre à ça parce que c'est une vraie question. Hein. De toute façon, c'est une question qu'on se pose. Donc la question, c'est qu'est-ce qui se passe le jour où Google dit maintenant ça devient trop gros, il y a trop de gens qui font ça, et du coup, nous, on va récupérer le système et on va le faire nous-mêmes. Alors en fait, là-dessus, de toute façon, déjà une première réponse, c'est Google, aujourd'hui, n'importe quelle boîte dans l'Internet peut se dire ça. Mais après, c'est vrai que au cœur de métier, la question se pose vraiment. Aujourd'hui, on est de moins en moins dépendant de Google, déjà premièrement, on travaille plus avec ses concurrents qui sont beaucoup plus intéressés pour travailler avec nous. Et la deuxième chose, c'est que si on devient gros, en fait, il y a deux choses très importantes. La première, c'est une question d'image. C'est-à-dire, aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il y a des utilisateurs qui viennent sur Lilo? C'est justement parce qu'ils disent c'est intéressant de sortir justement de la sphère Google, et je crois à Lilo parce que nous, on reverse 50% du chiffre d'affaires. C'est pas du résultat net, hein, c'est du chiffre d'affaires qu'on reverse. Donc ça veut dire qu'on va tout faire pour qu'en grossissant, on garde cette structure et qu'on calcule nos coûts pour rester rentable, justement, en gardant cet engagement. Alors Google n'arrivera jamais à avoir cet engagement-là. Après, on peut dire qu'il distribuera beaucoup plus d'argent, mais il y a aussi la sélection des projets. Ça, c'est un vrai savoir-faire qu'on veut démarrer. Demain, démarrer ça, c'est à l'échelle de Google, c'est, je pense, assez compliqué. Et la troisième chose, c'est qu'on a aussi des engagements de vie privée. C'est-à-dire que nous, on s'engage à ne pas collecter les données des utilisateurs. Et ça, c'est aussi quelque chose sur Internet. C'est quelque chose qui est important parce que ça fait aussi partie de notre éthique. Et Google, demain, la vie privée, c'est pas du tout là dans lequel ils sont plus forts. Donc, en fait, c'est en conclusion, je dirais, je reprendrai un peu votre dernier mot aussi, c'est de dire, c'est la vraie question qui se pose, c'est qu'est-ce que les gens veulent en fait. Est-ce que les gens, est-ce que demain, si Google se dit, il y a de plus en plus de gens qui viennent sur Lilo ou des Lilo-like ou ce genre cette nouvelle économie, est-ce que demain ces gens-là vont retourner sur Google parce que Google ferait la même chose en fait, parce que c'est pas sûr en fait, parce que les gens ils viennent justement, ils changent, c'est pour le changement et c'est pas pour revenir vers des anciens acteurs qui auraient récupéré ça pour faire du greenwashing ou que sais-je. Donc bon, on se dit ça. Merci Clément, bravo pour ton projet, en tout cas Lilo, et puis voilà, j'engage les uns et les autres à aller faire leur première recherche sur Lilo. Je te propose de passer le micro à Elliot, parce que du coup on va passer à toi Elliot.
Tu es là pour représenter le projet 90 jours. On se connaît déjà un petit peu, déjà parce que tu es passé par les conférences Dreamstorming avant l'été. Les conférences Dreamstorming, c'est les événements qu'on organise qui visent à encourager des projets qui sont plutôt dans une phase d'amorçage. Et donc à l'époque, tu avais dépassé le stade de l'idée, mais en tout cas c'était plutôt le début de l'aventure 90 jours, qui maintenant s'est concrétisé, ça on va pouvoir y revenir, qui s'est lancé et qui marche extrêmement bien parce que je crois qu'il y a plus de 12 000 personnes déjà qui se sont inscrites sur 90 jours, c'est ça? Oui, exactement. On a 12 000 utilisateurs et je viens de voir tout à l'heure, on est à 43 000 défis réussis. Et donc c'est assez chouette. Génial. Justement, tu vas pouvoir nous raconter ça. Peut-être un petit peu avant, alors toi, tu es déjà baigné dans l'aventure entrepreneuriale, tu as monté pas mal de projets auparavant, donc tu n'en es pas à ton premier coup d'essai. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours avant d'arriver à 90 jours? Ouais, c'est pas tout à fait juste parce que j'ai une expérience de projets, mais qui sont plutôt des projets militants où on ne gagne pas du tout d'argent, ou plutôt on en perd et on investit du temps. Donc 90 jours, c'est mon premier projet entrepreneurial pur où il y a éventuellement des développements de rentabilité. Et d'ailleurs, ma société, elle est au Crédit Coopératif, c'est un engagement important dès le début. Mais j'ai une société qui travaille plutôt, qui s'appelle Cobblecamp et qui porte 90 jours, mais 90 jours est plutôt de la recherche et le développement pour cette boîte, et qui travaille sur les questions d'innovation politique. Comment est-ce qu'on pratique la politique aujourd'hui en 2015 et comment est-ce qu'on invente la suite des partis politiques. Et donc on travaille beaucoup avec des ONG et avec un parti politique écolo. Mais bon, voilà, après, moi mon parcours, j'ai été diplômé en juillet des Arts Déco et ça fait 5 ans que je bosse, donc j'ai un peu pris mon temps pendant mes études à cause de ça. Et globalement que je suis graphiste et développeur. Voilà, et donc j'ai plusieurs projets en tant que freelance et après des projets que j'ai essayé de concrétiser vers mon objectif qui était comment est-ce qu'on crée du changement social évidemment, comment est-ce qu'on crée de la politique, est-ce qu'il peut y avoir derrière, est-ce qu'on peut en vivre quoi. D'accord. Voilà. Donc là du coup on y arrive justement sur comment est-ce qu'on peut agir. L'idée de 90 jours, comment est-ce qu'elle t'est venue et en fond c'est quoi 90 jours, à quoi est-ce que ça peut nous servir? En décembre 2014, j'ai lancé un petit projet qui m'avait pris 2 heures à coder, qui s'appelle Amazon Killer. C'est 15 lignes de code, c'est une extension de navigateur qui permet, quand vous visitez la page d'un livre sur Amazon, de rajouter un bouton qui vous propose de trouver ce livre dans une librairie. C'est le même bouton que acheter sur Amazon, mais marqué acheter dans une librairie. C'était un petit pied de nez quand Amazon a annoncé qu'ils allaient proposer des frais de port à 1 centime d'euro lorsqu'une loi leur empêchait de les offrir. Voilà, et je ne l'ai vraiment pas publié, je l'ai mis sur ma page Facebook privée et il y a eu 10 000 installations en une semaine. 20 000 en un mois, je me suis dit, ok, qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est étonnant. 10 000, en titre de comparaison, c'est pratiquement le nombre d'adhérents d'Europe Écologie Les Verts. Et c'est 10 000 personnes qui disent, j'ai envie de changer mes habitudes, j'ai envie de faire quelque chose. Pardon? Et du coup, je me suis dit, c'est intéressant parce que quand on donne un support pour exprimer une conviction, et la conviction elle était là avant moi, c'était des gens qui se disaient, il y a éventuellement un petit souci avec Amazon, que ce soit pour le droit du travail, que ce soit pour l'évasion fiscale, que ce soit pour le tissu urbain, chacun a ses raisons. Et en tout cas, qui, quand on leur donne une possibilité technique de faire autrement, s'en saisissent en masse, et rapidement, et sans communication, sans marketing, rien du tout. Donc, je me suis dit comment est-ce qu'on peut utiliser ça, et en fait ce que je fais c'est détourner des usages globalement. Il y a un usage sur Amazon, quand on cherche le nom d'un bouquin sur Google ou sur Lilo, le premier résultat globalement c'est Amazon. Une fois qu'on est sur Amazon, parce que ça fait 10 ans qu'il y a des départements de marketing qui travaillent sur comment est-ce que le parcours utilisateur est le plus rapide possible et comment est-ce qu'on arrive à le faire payer en un clic, et bien forcément une fois qu'on est sur Amazon, on achète très rapidement son livre. Et donc il n'y a plus de porte de sortie. Le principe c'était ça, c'était de dire on va rajouter une bretelle de sortie sur cette autoroute Amazon. Et donc, voilà, cet usage-là il existe et on essaie de le détourner vers un usage qui fasse politique. C'est exactement la même chose avec 90 jours. 90 jours c'est un assistant personnel de transition écolo. C'est une appli mobile gratuite qui est disponible sur Android, sur iPhone et sur Internet et qui va vous accompagner pour commencer à changer, pour vous proposer le meilleur début possible pour vous engager dans une transition écolo. Ça commence par un questionnaire qui permet de vous proposer un premier pas, un premier défi sur mesure, celui que vous allez avoir le plus de chances de réussir. Parce que c'est ça, le but c'est de vous faire réussir, de vous donner envie, de vous dire
bravo, parce qu'on ne dit pas souvent bravo dans l'écologie. 90 jours, ça vous dit bravo dès la première journée, et donc vous avez envie de continuer. C'est des petits pas, des choses simples. Je colle enfin ce sticker Stop Pub sur ma boîte aux lettres, que j'avais envie de coller depuis des années mais que je n'ai pas fait. Ça permet d'éviter 80% des 31 kilos de prospectus qu'on reçoit chaque année. Bon, ensuite, un deuxième pas, j'affiche le calendrier des fruits et légumes de saison dans ma cuisine, pour me rappeler d'une idée débile, mais il y a des saisons, quoi. Donc tous les légumes ne poussent pas en même temps. Parfois, on a tendance à oublier. Et puis un pas, après, je passe au pain de savon pour me laver plutôt qu'au jet de douche. C'est assez basique et pourtant ça évite de produire du plastique et de polluer l'eau avec des produits chimiques. Ça, c'était pas un peu plus simple. Et puis ensuite, je change de fournisseur d'électricité. Ça prend 5 minutes, ça vous garantit que votre électricité, votre consommation, elle favorise le développement des énergies renouvelables. Ou bien j'arrête de manger de la viande pendant une semaine, juste pour voir, comme ça, pas forcément devenir végétarien, en tout cas s'engager dans un petit processus. Et le but, c'est ça, c'est de recréer du doute et de nous permettre de reprendre un petit peu de distance par rapport à ces automatismes-là, avec un usage simple, c'est celui des coachs sportifs, des coachs pour arrêter de fumer, qu'on connaît tous, qu'on a tous dans notre poche, pour voir comment est-ce qu'on arrive à repenser tous ces habitudes. Et donc si je comprends bien, l'idée c'est de vraiment commencer à la mesure de ce qu'on est prêt justement à prendre comme engagement. Il n'y a pas le côté tout de suite l'objectif paraît inatteignable, il faut un petit peu s'acculturer justement à ces changements au quotidien. C'est ça l'idée finalement. Moi je suis designer des arts déco, de formation, c'est designer. Et le design c'est on prend toutes les contraintes et c'est ça le matériau de base avec lequel on doit travailler pour faire en sorte que le système fonctionne bien. Là les contraintes c'est qu'on est tous mauvais. On est tous paresseux, on est tous plombés par ces trucs qui ne nous donnent pas envie de les faire. Parce que arrêter de voyager, arrêter de consommer, arrêter de manger, ce qu'on a l'habitude de faire, ça nous rend triste, tout le monde. Et donc, malgré tout, c'est trois pratiques qui détruisent la planète au quotidien, malgré nous, parce que c'est devenu automatique. Donc comment est-ce qu'on part de là pour créer quelque chose qu'on a envie de faire et qu'on va réussir à faire? Et en fait, il faut être progressif, il faut montrer comment est-ce qu'on y arrive petit à petit, et pas seulement de dire voilà où on doit aller, si vous n'y êtes pas, vous n'êtes pas cohérent et vous êtes mauvais pour la planète. Donc après, exactement, c'est comment est-ce qu'on place notre médiocrité au centre d'un processus et on dit c'est pas grave. Et d'ailleurs dans l'appli, il y a un panic button. Si vous n'arrivez pas à réussir un défi, vous appuyez sur le panic button, c'est moi qui réponds au téléphone et j'essaie de vous rassurer, de vous motiver de continuer. C'est comme si jamais tu es sur le point de craquer et d'aller chez McDo, du coup tu appuies le panic button et donc là tu as le soutien de Elliot. Alors faut croire que ça marche bien parce que pour l'instant personne j'ai reçu qu'un seul coup de fil et c'était une erreur. Mais je pense que voilà, les gens ont aussi peur d'appuyer, ils n'osent pas, parce que à chaque fois que je dis qu'il n'y a qu'une seule personne qui a appelé, tout le monde se dit ok, c'est pas moi qui vais être le premier. Mais en tout cas, c'est assez drôle quoi. Et voilà, il y a eu 43 000 défis réussis jusqu'à maintenant, des gens qui s'engagent et qui arrivent à additionner leur impact environnemental sur chacun de ces défis, et c'est assez chouette, ça permet d'éviter à titre de. C'est vraiment, bon, c'est pour visualiser, hein, c'est pas ultra précis, mais ça fait 2,5 millions de litres d'eau par an, 2 millions de kilos de CO2 par an aussi grâce à ces défis-là, donc ça c'est chouette. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce qui va se passer après. Ils n'ont plus besoin de l'appli, et une fois qu'ils commencent à développer leurs propres usages, et voilà, et qu'ils commencent à se radicaliser d'une certaine manière, ou à être en autonomie, sur qu'est-ce que je peux faire moi. En tout cas, leur donner un petit peu plus pour commencer. Parce que ça, je pense que c'est important de le préciser, c'est que donc lorsqu'on télécharge l'application et qu'on se lance dans les défis, on voit en fait donc du coup quel est justement le coût sur l'environnement qu'on a pu éviter grâce à des défis qui sont relevés avec succès. Donc du coup, ça nous permet de voir vraiment concrètement quel est l'impact qu'on a, ou plutôt l'empreinte qu'on a évité de poser. C'est l'histoire de la goutte d'eau. Tout le monde me dit mais moi ça sert à rien si je suis tout seul. Si tout seul à pas prendre de la viande au resto, ça sert à rien. Ok, là au moins vous êtes 15 000 maintenant. Donc vous êtes 15 000 aujourd'hui, peut-être que dans 2 semaines on sera 20 000, 25 000. Là ça commence à faire quelque chose. C'est important de considérer qu'on est ensemble. Et puis c'est aussi intéressant parce que tous les utilisateurs deviennent des ambassadeurs, parce que le changement ça a une capacité de discussion qui est absolument géniale. Moi je suis au Crédit Coopératif, je l'ai dit. Tout le monde me dit mais qu'est-ce que c'est Crédit Coopératif? Est-ce que c'est vraiment différent des autres banques? Voilà, on commence à faire de la pédagogie. C'est pareil avec tout. Moi j'utilise Lilo. Pourquoi tu utilises Lilo? Parce que machin, Google et la privacy, et puis l'utilisation des fonds, les paradis fiscaux, voilà. À chaque fois c'est des entrées pour commencer une discussion. C'est pareil quand on arrête de manger de la viande. Ça te manque pas, t'es pas fatigué. Je pourrais faire ça pour tous les défis, pour tous ces petits changements. Et c'est ça qui est génial, c'est que du coup, une personne qui commence à changer, c'est 5, 10, 15 personnes qui entendent parler de ça et qui se disent ok, et qui commencent une réflexion. Et cette réflexion, elle sera peut-être pas efficace aujourd'hui, elle sera peut-être efficace dans 1 an, peut-être dans 5 ans, mais en tout cas, on est tous des interrupteurs et on a tous un potentiel de transformer les gens autour de nous en interrupteurs, c'est ça qui est génial. Deux dernières petites questions. Pourquoi 90 jours, le nom? Alors
90 jours, ça a été un gros débat sur le nom. Moi, au début, c'était pas un nom qui me plaisait, il y avait un autre nom au début. On a organisé une réflexion avec Make Sense sur ce nom-là, avec 15 personnes, qu'on réfléchit comment est-ce qu'on peut trouver autre chose. Et puis finalement, on n'a pas trouvé véritablement mieux, ça faisait identité. À la base, c'est parce que au moment du lancement, le 10 septembre, on était à 90 jours de la fin de la conférence climat. Donc ça va finir le 11 décembre. Et donc on voulait commencer au moment de cette conférence parce qu'effectivement c'est la première fois que la communauté internationale commence vraiment à prendre la mesure de ce qui se passe. Ça c'est intéressant, 90 jours c'est aussi un temps un peu symbolique sur le changement. D'ailleurs on était souvent en conflit sur Google avec un livre sur Amazon, 90 jours pour commencer à changer. Donc bon, ça c'est assez drôle. Et puis c'est un temps court et c'est assez rassurant de se dire ça va pas, je m'engage pas pour 2 ans, quoi. Je m'engage pour 3 mois. Si j'y arrive pas, je recommencerai plus tard. Et donc juste pour le rappeler, tu l'as dit tout à l'heure, donc l'application aujourd'hui on peut la télécharger sur iPhone, sur Android, elle est présente sur toutes les App Store. Il suffit de taper 90 jours avec ou sans espace, 90 jours plutôt au pluriel et 90 plutôt en chiffre, mais globalement on le trouve un peu partout. Ok. Super, merci Elliot, Merci bravo pour ton projet. Jean-Louis, alors est-ce que vous êtes prêt à relever le défi 90 jours? Alors, la question que je me posais, c'est ça marche comme le jeu de loi? Je peux reculer? Quand je craque, je recule de quelques cases ou on se met juste en pause? On ne peut jamais reculer parce qu'en fait, on recule jamais dans sa transition, on avance, on progresse toujours. Après, vous pouvez très bien passer un défi, dire je le ferai plus tard, dire je le ferai jamais, parce qu'il y a aussi des gens qui habitent chez leurs parents, ils ne peuvent pas changer de fournisseur d'électricité, ils m'écrivent, ils disent ouais mais comment je fais? C'est pas grave, on a prévu aussi ton cas de figure. Voilà, vous avancez toujours et puis si vous n'y arrivez pas à un moment donné, vous y arriverez peut-être plus tard et c'est important de se déculpabiliser là-dessus. D'accord, non, c'était juste pour savoir comment ça marchait quand on craquait, est-ce qu'on revenait, on reculait et puis il fallait tout recommencer à zéro. Okay. On vous félicite quand vous échouez, on dit bravo, vous avez accepté. Bravo, vous avez échoué. C'est vrai. Bon, ok, non mais je suis d'accord, c'est important d'avoir cette dimension d'optimisme, parce que ce qui est aujourd'hui, je pense, assez insupportable, c'est ce climat colporté par bon nombre de médias, qui commence à bouger même, mais sur rien ne va. Et moi, ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que je bouge beaucoup en France, pas qu'en France, mais en France, et il y a beaucoup de jeunes comme vous qui se bougent, qui font des choses vachement bien. Et j'en ai absolument par-dessus la tête d'entendre que rien ne va dans ce pays. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des jeunes qui ne bougent pas, d'ailleurs, hein, bon. Mais parce qu'ils sont aussi citoyens du monde, mais il faut arrêter de raconter des salades. Voilà. Moi, il y a un point qui me manque un peu dans le projet, c'est ce que j'appelle la dimension coopérative. C'est-à-dire pas simplement ensemble, mais faire des choses ensemble. La prochaine étape là, du 90 jours, c'est est-ce qu'on peut imaginer que ce soit des défis collectifs et pas simplement des défis individuels agglomérés? Ça, c'est un truc qu'on est en train de développer. On en est à la phase où l'idée est arrivée le 31 décembre 2014. On a du temps pour tout, moi, je ne suis pas là pour tout de suite. Voilà, non, mais vous avez raison, ça a été lancé il y a avec mes voisins dans mon immeuble, je sais pas quoi. Mais complètement. Et on travaille plutôt sur les groupes d'entreprises pour l'instant. Comment est-ce qu'on arrive entre collègues ou entre entreprises concurrentes à imaginer des défis? Ça fait complètement partie de la V2 de l'application. Je pense que ça, c'est vraiment une dimension importante. Bon, j'assume d'être complètement un coopérateur. C'est faire des choses ensemble, co-construire des choses ensemble. Et je crois que bon, c'est bien de se bouger soi-même, mais il faut aussi se bouger avec les autres. Voilà. Donc bravo en tout cas. Merci beaucoup pour poursuivre. Hein. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui connaissaient 90 jours et alors déjà il n'y a pas... Ah bah quand même, déjà des fidèles. Et des gens branchés. Et alors, est-ce que voilà, des personnes comptent télécharger ou ont déjà commencé à télécharger 90 jours depuis la salle? Et Lilo, ça va? Pour Lilo. Et puis évidemment pour Lilo, qui est-ce qui compte utiliser Lilo en rentrant chez eux? Oh c'est bon. Bon bah du coup ça fait pas mal de personnes qui sont déjà converties. Merci beaucoup Elliot. Alors le temps avance, donc du coup ce qu'on essaiera de faire c'est à la fin de prendre éventuellement quelques questions, de prendre quelques témoignages. Mais ce que je vous propose c'est que voilà, on continue notre parcours de découverte d'entrepreneurs. Et donc on va passer donc à Laure à présent. Donc Laure, toi tu es cofondatrice de Landosphère. Alors Landosphère, pour faire simple, c'est une plateforme de financement dédiée aux projets de développement durable. Et donc la particularité, c'est que ce financement se fait sous forme de prêts.
Et donc les particuliers finalement participent au financement de la transition écologique. Donc on va y revenir. Du coup, déjà, on va commencer par ton parcours, parce que c'est toujours intéressant de connaître le parcours d'un porteur de projet. Qu'est-ce que tu faisais avant de te lancer dans l'Endosphère ? Bonjour, merci à tous, merci pour l'invitation. J'étais journaliste, spécialisée dans le secteur du développement durable, et je faisais partie de ces journalistes qui en avaient marre d'écrire que des choses anxiogènes, culpabilisantes, normatives sur le développement durable. Et bon, c'est vrai que, vu la tendance actuelle et vu la rapidité des changements, il y a beaucoup de choses à faire, mais c'est vrai aussi qu'il y a beaucoup d'initiatives et beaucoup de choses positives qui sont en cours aujourd'hui. Et j'ai pour sujet de prédilection l'énergie et le monde de la finance, qui est un des leviers d'action les plus évidents aujourd'hui pour agir et pour flécher l'argent vers les projets qui ont du sens, vers les projets qui ont des impacts sociaux, environnementaux, sociétaux positifs. Et donc, j'étais pendant 6 ans journaliste, et l'année dernière, une ordonnance au mois de mai qui ouvrait la porte au financement participatif en prêt. Et là, je me suis dit, c'est un outil qui peut être extraordinaire, dans la mesure où il permet de parler à tout le monde, au grand public. Le financement participatif en don, c'est effectivement un outil qui est très bien, qui permet de soutenir des projets, mais avec une ampleur qui peut ne pas être celle du prêt, qui peut être de toute façon un outil qui peut, par le taux d'intérêt et par l'intérêt économique que les gens ont à l'utiliser, aller beaucoup plus loin en termes de montant et en termes de projets à financer. Donc voilà l'origine de l'Endosphère, que j'ai créé avec Amaury Blais, qui est donc l'autre cofondateur. Lui a un passé d'analyste financier sur donc, ces deux compétences complémentaires que nous avons pour créer la plateforme. C'est en quelle année du coup que vous avez créé? Alors l'ordonnance c'était au mois de mai, le décret entre en vigueur au mois d'octobre, donc c'est vraiment tout récent en France, ça fait tout juste un an que c'est possible, que les particuliers prêtent directement aux entreprises. En fait c'est vraiment ça la révolution, c'est que pour la première fois on peut choisir de flécher son épargne, une partie de l'argent qu'on a décidé de ne plus placer du coup sur un livret A à 0,75% ou une assurance vie, mais qu'on choisit de placer directement pour cofinancer des projets d'entreprise. Et donc là, il y a un contrat de prêt qui vous lie directement au projet que vous choisissez et des remboursements, intérêts et capital, tous les mois ou tous les trimestres selon le projet. D'accord, bah ça justement, on va y revenir. Donc aujourd'hui, l'Endosphère est sur les rails et donc du coup existe et on peut du coup s'y inscrire. Donc l'idée c'est, on prête de l'argent à des projets qui ont un impact positif sur l'environnement. Alors ces projets, comment est-ce qu'ils sont choisis? Alors, il y a toute une phase amont de sélection évidemment, sur la base donc, de la solidité financière de l'entreprise qui emprunte et sur des critères développement durable. Donc aujourd'hui, l'analyse développement durable, il n'y a pas de grille très objective, c'est comme pour tout ce qui est ESS. Donc c'est aujourd'hui une analyse en interne. On n'a présenté que des projets d'énergie renouvelable aujourd'hui, 17 projets dont deux en cours. Et sur toute la partie analyse financière, donc ces derniers bilans, compte de résultats prévisionnels, plan de financement du projet, enfin des éléments classiques d'analyse de projet. D'accord. Et donc moi, du coup, je suis citoyen, j'ai flashé sur un projet qui est présent sur l'Endosphère. Comment ça se passe en ce qui concerne l'expérience utilisateur? Comment est-ce que ça se passe pour moi? Alors, on a lancé le site en décembre dernier. Aujourd'hui, on est à plus de 2000 prêteurs sur le site pour 1,6 million d'euros prêtés au projet. Donc on fait partie des... Alors, il y a eu beaucoup de plateformes généralistes qui se sont créées en crowdlending, on appelle ça. Donc c'est pas dans le crowdfunding, il y a donc le don, le prêt et l'equity. Donc nous on est sur la partie du prêt. Et donc sur la vingtaine de plateformes qui existent aujourd'hui, l'Endosphère est la seule à être dédiée uniquement à des projets de transition écologique. Sachant qu'aujourd'hui on a présenté que des projets d'énergie renouvelable, mais avec vocation à élargir à d'autres secteurs d'activité. Et de permettre du coup un fonctionnement, c'est vraiment un outil très simple. On se connecte sur le site, on regarde les projets. On se dit, ah bah tiens, celui-là il est à côté de chez moi, ou celui-là il fait sens, ou celui-là
Le photovoltaïque, je trouve que c'est une technologie qui a de l'avenir ou qui est déjà tellement mature et la rentabilité du projet. Donc il y a toute une présentation de l'entreprise qui emprunte, du projet pour lequel elle emprunte, du bénéfice environnemental que représente le projet, de la capacité de remboursement de l'entreprise, dont dépend le taux d'intérêt, qui dépendent de donc, cette analyse et de la durée du prêt. Et si on décide de choisir, si on décide de prêter à ce projet, on s'inscrit, on doit rentrer, alors ça c'est toutes les procédures de lutte anti-blanchiment et fraude, sa pièce d'identité, son justificatif de domicile et son RIB. Et après on peut prêter à partir de 50 € au projet. Donc c'est 50 €. 50 € minimum. Dès 50 € on peut commencer à devenir prêteur. C'est ce qu'on a voulu faire en fait, c'est de dire tout le monde peut prêter. Même de façon symbolique, le seuil c'est 50 €. Parce que s'il y a un projet à côté de chez soi et puis on sait pas le bon moment pour prêter, ou on veut pas, on sait pas trop comment ça marche, donc on veut essayer pour voir. On peut commencer à partir de 50 €. Et on voit, on a une grande récurrence. Les gens qui ont prêté une fois, ils ont reçu leur premier remboursement, leur deuxième, leur troisième, et c'est tiens, je vais réinvestir, ils mettent sur le projet suivant. Il y a une grande récurrence dans l'acte de prêt, une fois qu'on a essayé et qu'on a touché ses premiers remboursements. Est-ce qu'il y a un montant maximum que je peux prêter? Oui. Alors, il y a, donc nous on dépend de les 2 statuts ont été créés le 1er octobre dernier, intermédiaire en financement participatif et conseiller en investissement participatif. Nous on est IFP, le premier, donc pour les activités du prêt. Et donc le montant maximum c'est 1 000 € par projet. D'accord. Et donc c'est pour ça aussi que c'est aussi intéressant d'avoir tout le temps des projets sur le site, pour que les gens puissent, une fois qu'ils ont prêté un projet, que ça puisse devenir un vrai outil de placement et d'investissement, et donc de prêter à plusieurs projets, de diversifier ainsi ses placements. D'accord. Tu l'as dit tout à l'heure, donc en fait on est lié par un contrat de prêt du coup lorsqu'on prête de l'argent. Alors la question qui se pose assez rapidement évidemment lorsqu'on prête de l'argent, j'imagine, c'est au niveau du remboursement. Est-ce que vous avez prévu donc un mécanisme qui permet de sécuriser le plus possible les emprunteurs? Comment ça se passe en fait au niveau du remboursement tout simplement? Sécuriser les prêteurs. C'est-à-dire si jamais il y a une difficulté en fait de solvabilité au niveau du projet, il n'arrive pas à rembourser, comment ça se passe par exemple? Alors là c'est tout notre travail de sélection des projets en amont évidemment. Aujourd'hui avec notre positionnement, la chance qu'on a, c'est d'avoir sur le site des profils d'entreprises solides, matures, qui ont des dizaines, voire des centaines de salariés en France, des développeurs d'énergie renouvelable en fait, dont le marché a déjà été très concentré, c'est de belles entreprises. Alors c'est des contrats de prêt sans caution ni garantie, c'est-à-dire que si l'entreprise fait défaut, le prêteur perd le capital qu'il a investi. Donc nous, on a un gros travail en amont de sélection des projets. Et ensuite, l'autre garde-fou, entre guillemets, c'est le fait que ce soit du crédit amortissable. C'est-à-dire qu'à chaque... donc vous connaissez en amont le taux d'intérêt, la durée du prêt et la fréquence des remboursements. Donc tous les mois, par exemple, vous récupérez une partie du capital investi et les intérêts calculés sur le capital restant dû. Donc sur un prêt de 3 ans, admettons, si par malheur il s'est passé quoi que ce soit du côté de l'emprunteur, on peut espérer que vous ayez déjà touché 2 ans de votre capital et des intérêts. D'accord. Et il y a une assurance que toutes les plateformes au niveau réglementaire prendront à compter du 1er juillet 2007. Donc là, Landosphère, ça fait bientôt 1 an du coup que vous existez. Qu'est-ce qu'on peut du coup espérer pour Landosphère sur la 2e année là, qui s'annonce? C'est quoi vos projets, vos objectifs pour cette prochaine année? Alors on aura, d'ici la fin de l'année, on aura présenté plus de 20 projets. Avec, là on le voit, les collectes sont de plus en plus rapides et efficaces. On sera à mon avis à plus de 2 millions d'euros investis sur les projets présentés et on espère bien doubler le nombre de projets mis en ligne l'année prochaine. D'accord, super, merci.
Alors Jean-Louis, là je pense qu'on est sur quelque chose qui vous parle beaucoup, hein, évidemment, là-dessus je pense que je ne prends pas trop de risques en le disant. Peut-être avant une réaction sur le projet, voilà, comment est-ce que vous réagissez au crédit coopératif sur justement ces modèles émergents que tu citais tout à l'heure de crowdfunding, crowdlending, crowd equity, comment est-ce que vous positionnez par rapport à tout ça? Ah ben, on est le banquier totalement atypique dans le paysage, hein. Tous mes collègues sont bien sûr vent debout parce qu'ils pensent, à tort à mes yeux, mais que c'est barbare, puisque c'est ainsi qu'on les appelle, viennent leur bouffer la part du gâteau qui leur revient. C'est pas du tout l'attitude qu'on a adoptée au crédit coopératif. Je disais ça hier, il y avait un grand événement dans cet univers à Paris, c'était la rencontre des gens du crowdfunding européen dans les locaux de BPI, la boulevard Haussmann, et donc j'intervenais comme, là encore, grand témoin. Et donc j'expliquais que par exemple on a été les premiers à être actionnaires de Babylone, qui est le tout premier en fait opérateur de ce type-là en France. Et je voyais Arnaud Poissonnier hier matin dans mon bureau pour voir comment aller les de Babylone. Et en fait, quand ces questions sont commencées à apparaître, vu mon grand âge maintenant, je sers un peu de référence. Et j'ai vu le sous-gouverneur de la Banque de France qui suit tout ça, et je dis, écoute, il ne faut pas empêcher ces choses d'exister. Elles existent entre autres, et c'est un des arguments que j'avais plaidé auprès de celui qui est devenu l'actuel gouverneur de la Banque de France, c'est de dire, tu vois bien que si tout ce monde du financement participatif se développe, c'est aussi parce que je pense, sur certains terrains, sur certains domaines, les banquiers ne peuvent pas ou ne veulent pas faire leur boulot. Et donc, je lui ai dit, il faut accompagner ça, d'où la mise en place de cette législation, d'où la création d'une association professionnelle dans laquelle, d'ailleurs, le crédit coopératif à laquelle nous participons, je fais mon rôle de papa gâteau là, de tout cet univers très important à mes yeux. Et puis, nous avons créé notre propre plateforme de finance participative à Girenco. C'est du pur don, ça, c'est là. Et nous avons investi dans un certain nombre d'activités de plateformes de financement participatif, y compris des non monétaires. Et je voudrais donner un exemple qui, à mes yeux, est très intéressant. C'est France Barter. C'est un mécanisme, donc le bartering dans le mot anglais, ça veut dire de la compensation, de l'échange non monétaire entre entreprises. Et derrière, il y a des modèles avec des ingénieurs, c'est très intéressant. Donc, quel est l'intérêt? Qu'est-ce que je disais hier à cette réunion européenne? C'est très important que ça existe parce que c'est une source de liberté, de diversité. Nous sommes dans des économies diversifiées et il faut qu'il y ait des diversités de canaux de financement. Alors, c'est encore une période d'émergence, hein, voilà. Les banquiers commencent à s'y intéresser, c'est-à-dire que là où moi je suis parti il y a 5 ans, mes copains commencent à me rattraper. C'est bien, ça voudra dire aussi d'autres choses demain. C'est-à-dire que, d'ores et déjà, je peux vous dire, lorsque, par exemple, une grande banque devient ou l'actionnaire, ou en tout cas l'élément de référence d'une plateforme, par exemple, de prêt, est-ce que demain, tous les trucs un peu pourris qu'elle ne veut pas financer elle-même, elle va le mettre dans sa plateforme filiale, et au lieu d'être ce que j'appelle moi une vraie plateforme de financement participatif, ça va être le bon coin. C'est-à-dire, dès que j'ai une merde dans mon grenier, je la pousse sur le bon coin du financement. Et donc ça, c'est un sujet crucial à mes yeux, parce que nous avons une valeur commune entre les gens de la finance participative et les banquiers, c'est la confiance. Le premier sur le marché là, qui va rompre la confiance, ça va pourrir tout le compotier. Tout le monde va commencer à douter de tout le monde. Donc ça, il faut qu'on soit très vigilant. Heureusement pour eux, ils n'ont pas toutes les réglementations qui s'imposent aux banquiers, mais il faut être vigilant. Et c'est là que la question qui a été posée sur attention, attention, qu'est-ce qui se passe en cas de défaillance, c'est le sujet clé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand moi, banquier, une boîte ne rembourse pas, c'est dans mes coûts de la banque. Enfin, je veux dire, le type qui a déposé son argent sur son compte courant ou dans son livret, il n'en sait rien. Et ça, il faut que les gens prennent conscience de cette question. Moi, s'ils le savent et qu'ils prennent leur risque, ça ne me gêne pas. Mais il faut qu'ils soient dûment avertis, qu'ils prennent un risque. C'est un risque de non-remboursement. Sur la partie capitale, ils le savent. Ils achètent
ça peut se casser la gueule, ils perdront leur fric. Bon. Sur la partie prêt, je pense qu'il y a encore beaucoup d'éducation à faire. C'est-à-dire que moi je le vois. Très souvent, les gens ils veulent des choses totalement contradictoires. Ils veulent que leur argent soit placé comme si c'était sur le livret A, il faudrait que ça rapporte 15% et il faut que ça fasse que des projets bons pour la planète. Il y a une espèce de contradiction sur laquelle il faut dire, attends, ton truc là il marche pas. C'est pour ça que par exemple, nous le livret troisième révolution industrielle, on rémunère moins que le livret A. Pourquoi? Parce que c'est aussi pour faire prendre conscience aux gens que si on veut que ça ait un impact bénéfique, il ne faut pas qu'eux-mêmes aient des exigences de rendement financier contradictoires et sur lesquelles, généralement, ils tombent sur le dos des banquiers. Donc, il faut assumer ses propres schizophrénies, hein, chacun d'entre nous, en tant que consommateur. En tout cas, c'est une excellente démarche, mais ça veut dire aussi qu'il y a tout un travail de sélection, d'analyse financière, enfin, ce que nous on fait les banquiers. Hein. Et ça, c'est un point important parce que c'est la source de la confiance. Voilà. C'est pas le bon coin, hein. Toutes les saloperies, on les affiche pas sur le site internet. Voilà. On est tout à fait d'accord là-dessus, et j'imagine que quand il y aura des rapprochements entre gros acteurs bancaires classiques et plateformes, ils n'auront pas non plus intérêt à mettre toute leur part, entre guillemets, excusez-moi, sur le site, dans la mesure où il y aura quand même leur nom sur la plateforme. Non mais c'est ça le point qu'il faut vérifier, quoi. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a on le voit de nos côtés emprunteurs, on a des entreprises qui ont emprunté une fois. C'est en fait les développeurs d'énergie renouvelable créent une société par projet d'énergie renouvelable. Donc on peut avoir de la récurrence côté emprunteur. Et quand elles mettent un premier projet sur le site, elles voient que ça se passe bien, que les gens ont prêté, qu'ils sont contents d'avoir des nouvelles du projet pendant toute la durée du prêt. Et donc mettre un projet suivant, un autre parc éolien dans une autre région de France. Et il y a ce lien de confiance qui se crée du coup entre l'entreprise et cette communauté de prêteurs. Et on voit une récurrence des prêteurs plus importante sur ces projets parce que, tiens, cette entreprise elle m'a déjà remboursé X fois, j'ai bien regardé les derniers bilans compte de résultats qu'on met en ligne pour que les personnes puissent aussi se faire leur propre idée de la solvabilité, de la solidité de l'entreprise, dans une démarche, comme vous le disiez, d'information et de transparence sur la structure qui emprunte. Merci pour ce témoignage, et puis du coup on espère que dans la salle déjà ce travail d'information aura déjà commencé à diffuser, et que donc du coup on a de futurs emprunteurs en herbe qui pourront aller faire un tour sur l'Endosphère. On va passer donc à Jean-Baptiste, donc du coup pour notre dernier porteur de projet représentant donc d'Optimiam. Aujourd'hui donc tu es le responsable marketing digital et communication. Alors pour faire simple, Optimiam c'est une application mobile qui permet d'éviter au commerce de jeter de la nourriture et qui permet aux consommateurs d'en bénéficier à prix cassé. Alors ça c'est la présentation certes un peu rapide, mais donc on va pouvoir découvrir un peu plus de quoi il s'agit avec toi. Donc en se disant que c'est un instrument hyper innovant pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Je rappelle juste que en moyenne, chaque Français jette entre 20 et 30 kg de nourriture par an. Donc l'impact est évidemment considérable sur l'environnement. Alors Optimiam, est-ce que tu peux nous dire de quoi il s'agit? C'est quoi Optimiam? Comment ça fonctionne? Voilà, un petit peu l'idée de base d'Optimiam. Déjà, d'où vient l'idée de base, en fait, c'est de Raodat Aminou et Alexandre Bellage, donc qui sont les deux cofondateurs. Raodat, un jour, se promenait dans un supermarché et il y a un corner de sushi qui l'a interpellé en lui proposant ses sushis à moins 50%. Et elle lui a posé des questions autour de ça, pourquoi vous faites cette démarche. Et il lui a simplement expliqué que plutôt que de les jeter une heure avant la fermeture, il préférait les brader pour pouvoir vendre son stock. Donc voilà, de là est partie l'idée. Ensuite, ils se sont rencontrés à un startup week-end et ont monté Optimiam à l'heure actuelle. Donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, Optimiam, c'est une application mobile gratuite, disponible sur iOS et Android. Qui compte aujourd'hui plus de 35 000 utilisateurs et 90 commerçants sur Paris, et qui permet de géolocaliser les offres flash sur les excédents alimentaires de nos partenaires. Donc voilà vraiment le concept de base de l'application. Et on lutte aussi d'une autre manière. On a financé, grâce à KissKiss, au mois de juillet, un triporteur qui nous permet en fait de faire des actions coup de poing et de distribuer cette fois-ci les invendus de nos partenaires. On va récupérer des sandwichs et autres chez nos partenaires et on les distribue dans l'immédiat, dans la rue, gratuitement, à tout le monde. D'accord. Pour revenir un petit peu sur l'histoire d'Optimiam, donc en octobre 2014, donc il y a une phase un peu de pilotage, enfin d'expérimentation, de lancement. Moi j'ai lu que du coup ça s'est avéré être beaucoup plus concluant que ce qui était espéré. À ton avis, à quoi tenait justement ce succès, y compris dans la phase d'expérimentation? Comment ça se fait que ça a pris aussi bien?
Alors j'étais pas là encore à l'époque, mais de ce que j'en ai entendu, ça a bien marché parce que c'est dans l'air du temps, le gaspillage alimentaire on en parle énormément. Et il ne faut pas oublier l'aspect bon plan, le monde apprécie bien entendu. Donc vraiment c'est ces deux facteurs qui ont joué. On a commencé à Jussieu comme tu l'as dit, et je vois que tu es très bien renseigné. Et donc, ouais, c'est ça. On a commencé à Jussieu et c'est depuis le mois de mars qu'on s'est vraiment développé dans le reste de Paris. Là, on est implanté dans le 5, 6, 9, 10 et 11e. Ouais. Et on commence à se développer dans le reste de Paris. D'accord. Donc Optimiam, c'est une application qu'on peut télécharger, pareil, sur iPhone, sur Android. L'idée, si je comprends bien, donc je suis sur Optimiam, je me suis créé mon profil, je me balade dans la rue, et donc je suis géolocalisé, et donc là, je reçois des offres flash. Imaginons, là, vous avez l'application sur votre téléphone, que vous allez télécharger, j'en suis sûr. Vous sortez de la conférence, vous avez faim. Vous ouvrez l'application et toutes les offres dans le secteur sont triées par distance. Donc vous allez avoir, je sais pas moi par exemple, un boulanger qui va faire des offres sur des sandwichs ou un autre sur des croissants ou des bagels, etc. Donc vous allez simplement vous diriger dans le magasin, montrer que vous venez pour ce produit en l'occurrence, rentrer un code pour justifier que vous venez pour la promotion Optimiam, vous montrez le ticket qui est généré virtuellement. Et voilà, simplement, après vous payez. Il n'y a pas de transaction pour le moment sur l'application. C'est ni de réservation, ça il faut le savoir, c'est premier arrivé, premier servi. D'accord. Donc on a des réductions, alors elles sont de quel ordre souvent ces réductions? Minimum 25%. D'accord, ok, ouais. Et donc pour le coup, la qualité des produits, bah, évidemment, elle est quand même plutôt irréprochable. On est sur des produits frais, là-dessus il n'y a aucun risque. Exactement, oui, c'est des produits frais, c'est pas du tout des produits périmés. Oui. Pour faire ça. Il fallait le préciser. C'est bien, effectivement. Une boulangerie, j'ai lu, en moyenne, jette 5% de son chiffre d'affaires par an. En fait, il faut déjà savoir qu'en France, il y a 9 millions de tonnes qui sont jetées, toutes catégories confondues. Et nous, on s'attaque à un secteur bien particulier, donc c'est les commerces de bouche et aussi les commerces de proximité. Pour l'instant, on n'a pas encore, mais on en a quelques-uns, des indépendants. On a un Carrefour, Market et... je ne sais plus l'autre, enfin bref, donc voilà un peu l'idée. Et cette section représente 2 millions de tonnes jetées, donc ce qui en une année. Ouais. Et aussi une perte économique tout simplement pour les commerçants. Il ne faut pas l'oublier. Alors comment est-ce qu'eux ils sont du coup intégrés dans cette démarche? Comment est-ce qu'ils l'aperçoivent? Est-ce que pour eux c'est un service qui est payant justement d'être sur Optimiam? Comment ça se passe? Alors ouais, donc comme tu le dis, c'est un service payant, c'est un abonnement annuel. Donc il y a deux formules, soit 400 € hors taxe, soit 150 plus 10% de commission. Alors certains sont tout à fait pour la démarche, etc. et d'autres ne jettent pas, de ce qu'ils nous disent, ou alors ne voient pas la valeur ajoutée parce qu'ils vont peut-être pas acheter l'équivalent du forfait, donc ça ne sera pas intéressant pour eux. Non, parce qu'encore une fois, pour le moment, on est vraiment sur des produits frais, donc des sandwichs, donc 2 semaines plus tard, ça risque d'être compliqué. Sur un cochon dans la cour. Oui, à la rigueur. Voilà, c'est quand même bien accueilli, ouais. Mais on a bien entendu des gens qui sont interventifs et qui ne veulent pas. Combien de commerçants aujourd'hui? 90. 90, donc du coup c'est quand même, ça commence déjà à être un volume plutôt intéressant. Alors quand même pour ceux qui ont accepté de rejoindre Optimiam, donc il y a quoi comme argument qui prime? C'est tout simplement la démarche, l'éthique qui est derrière, c'est parce que c'est aussi des coûts qui sont évités. Selon toi, ils sont sensibles plutôt à quel type de discours? Les deux. Les deux. Ouais. Donc il y a quand même une démarche un peu d'engagement quand même de leur part. Oui, vraiment, il ne faut pas l'oublier. C'est pas un masque qu'on met sur une application. Non, vraiment, il ne faut pas oublier cette démarche qui est importante. D'accord. Justement, pour rebondir là-dessus, ils nous donnent des invendus pour le triporteur, donc ils ont quand même cette démarche écologique et éthique, comme tu disais. D'accord. Donc votre modèle économique, j'imagine, il repose justement sur cette forme d'abonnement. Quels sont vos objectifs? Alors j'imagine c'est d'avoir plus de commerçants, mais comment est-ce que vous comptez vous y prendre pour simplement vous faire connaître, continuer à grandir? Alors on a eu beaucoup de chance entre guillemets, on a eu énormément de passages presse qui nous ont beaucoup aidés. On a rencontré le président il y a quelques semaines maintenant. Et là on est en période de levée de fonds, justement pour pouvoir recruter les commerciaux et aller taper aux portes, parce qu'il n'y a pas de solution miracle. Ça reste une des principales sources d'acquisition. Donc du coup ouais, on est en période de levée de fonds et l'objectif c'est vraiment de mailler le territoire parisien avant de pouvoir ouvrir. Parce qu'on a vraiment une demande dans toute la France, que ce soit à travers les réseaux sociaux ou par mail, etc. Et même une demande mondiale qui cherche, on a eu des gens qui nous envoient des mails pour développer l'application à l'étranger. Donc ça se trouve, Optimiam
dans quelques années, sera à l'échelle mondiale. On espère. On l'espère. Super, merci beaucoup Jean-Baptiste, et bravo pour cette application. Jean-Louis, je me tourne vers vous une dernière fois cet après-midi pour avoir moi, j'aime bien toujours pousser les modèles à leur limite. En fait, je me dis, si je suis un commerçant un peu malin, je m'inscris sur leur truc, et puis je fais comme les soldes, en fait. Je produis plus que prévu, en disant que, bien sûr, ça va être vite périmé, et comme ça, j'augmente mes volumes. Je baisse mes prix, mais j'augmente mes volumes. Non, c'est... Je suis préparé à ce genre de questions. Non, en fait... Alors, on a un contrôle et on limite la quantité. Non, mais comment vous garantissez qu'il n'y a pas de dérive là-dessus? Justement, on a un contrôle, on limite la quantité et la durée. Donc c'est ça qui est important, c'est vraiment des offres flash. Et il ne faut pas oublier aussi que eux, en faisant ça, peuvent se cannibaliser tout simplement. Ils vont s'y mettre trop de promos, les gens vont exprès attendre et venir à la dernière minute, donc il y a ce risque à éviter. Et au-delà de ça, oui, le minimum, moins 25%. C'est pour ça aussi qu'on met un minimum de moins 25%, pour éviter ce genre de promo. Non, mais parce que je pensais, ça peut être, la dérive, c'est un peu le phénomène happy hours. On a vu dans les bistrots. Enfin, bon, ok, d'accord. Ok. Et donc après, la question c'est, vous, de ce que vous prenez comme forfait, après, il faut que vous arriviez à vivre avec ça, vous y arrivez? Je fais le banquier. Vous nourrissez que de sandwich normal, c'est ça? Alors, pour l'instant, on a différentes problématiques qui sont là, et ouais, la levée de fonds va nous permettre de répondre à ça. D'accord. Non, mais parce qu'après, vous pourriez aussi envisager de vous nourrir en nature, et de vous faire payer en nature. Ça, c'est limite, mais oui. Super. Non, mais c'est une initiative très intéressante. Après, bien sûr, ça renvoie à d'autres choses qui sont aussi très intéressantes, mais qui dépassent ce que vous faites et sur lesquelles ça fait longtemps que là aussi je suis, etc. C'est toutes ces questions des banques alimentaires. Et bien sûr, c'est... alors, je sais quelle est la critique qu'on peut faire souvent à toutes ces démarches, hein, c'est de dire ça ne nous sort pas de la société de consommation. J'entends la critique. Néanmoins, c'est une part de ce qui existe et on essaie de le rendre plus, non seulement utile, mais plus solidaire. Et c'est pour ça que je trouve que c'est très important qu'il y ait des développements comme les vôtres, parce que, certes, il faut pouvoir être critique de la société de consommation, mais il ne faut pas oublier que sur cette terre, il y a aussi des gens, enfin au moins dans notre pays, qui ont aussi besoin de choses basiques comme à travers les épiceries solidaires, puisque vous le savez, les banques alimentaires sont solidaires, etc. Donc voilà, moi je pense que c'est vraiment des démarches très importantes. Alors là, on est dans un circuit, c'est pour moi-même, mais votre triporteur, c'est aussi pour mettre à disposition des gens qui en ont besoin. Et c'est aussi ça, des actes de solidarité concrètes. Et pour rebondir là-dessus, ouais, certains nous taxent de voler, entre guillemets, la nourriture des Restos du Cœur et autres associations, sauf qu'en fait, pas du tout, parce qu'ils n'ont pas... Enfin, on travaille vraiment à l'heure actuelle avec des produits type sandwich, donc c'est pas des choses qui sont viables très longtemps. Et au-delà de ça, les Restos du Cœur, par exemple, n'ont pas forcément les capacités d'aller chercher au commerce par commerce, pardon. Aller sur les centrales d'abord. Voilà, exactement. Donc on ne mange pas dans la recette, si je peux dire. Merci Jean-Baptiste. Alors, on arrive à terme de cette exploration de projets. On a pu donc découvrir 4 projets qui vous permettent chacun, en fait, d'avoir une action au quotidien sur l'environnement. C'était aussi ça qu'on a voulu témoigner avec vous et puis en compagnie de Jean-Louis que voilà, pour prendre l'image de la petite goutte d'eau, chacun peut vraiment avoir un impact sur l'environnement. Alors au début je posais une question sur qui est-ce qui est inquiet pour l'avenir de notre planète, qui est-ce qui pense qu'on peut trouver des solutions, qui est-ce qui sort de cette salle. Et là j'espère que tous les bras vont se lever en étant convaincus qu'on a trouvé des solutions cet après-midi. Oui. Super. Ça c'est une excellente nouvelle. Je vous propose d'applaudir nos 4 porteurs de projets. Alors malheureusement, on n'aura pas le temps de prendre des questions du public, ça je m'en excuse, mais c'est la responsabilité de l'animateur, on a déjà pris un petit peu de retard, donc je m'en excuse, mais en revanche, j'imagine que si vous voulez échanger avec les porteurs de projets à l'extérieur de la salle, ça leur posera aucun problème, j'imagine, au contraire, ils seront particulièrement heureux de pouvoir discuter avec vous. Peut-être juste pour le mot de la fin, Jean-Louis, je me tourne vers vous une dernière fois.
Selon vous, voilà, qu'est-ce qu'on peut retenir de cet après-midi? Peut-être un message d'encouragement que vous souhaitez partager? Ce que je disais au tout début, mais que je répète, c'est il faut être optimiste, il faut toujours agir. Moi, c'est un verbe qu'on adore utiliser au coopératif. Je suis comme ça, enfin je rappelle souvent cette phrase que ma grand-mère me disait, c'est tu fais bien, tu fais mal, enfin plutôt bien que mal, mais tu fais quelque chose. Je pense que c'est le point clé. Et donc ça nous ramène aussi à l'histoire de la COP21. Moi je considère que cette histoire de la COP21, bon, on a d'une certaine façon, on a à être fiers et on a de la chance que ça se passe à Paris, que ça se passe en France, mais ça n'est que vraiment pour moi qu'un début. Alors bien sûr on peut avoir le sentiment que tout ça c'est tous les grands de ce monde qui vont arriver avec des avions, qui vont faire plein de kérosène, okay. Mais néanmoins c'est vraiment important de comprendre que c'est qu'un début, et c'est aussi cette façon de nous ouvrir sur le monde, parce que moi qui parcours aussi le monde, je peux vous dire que des choses que nous voyons là, je vois des choses du même ordre, la même type de démarche en Asie, au Japon ou en Afrique. J'étais au Mali au début de la semaine, etc. Et c'est ça qui est aujourd'hui fantastique, c'est que ce que je dis, grâce à tout cet internet, ces réseaux sociaux, etc., la Terre est devenue plate. Hein, la Terre est devenue plate, c'est-à-dire qu'il y a plus, tout circule à la vitesse grand V en même temps. Bon. Et en même temps, et c'est pour ça que c'était intéressant de voir votre passage de journaliste à activiste, j'allais dire d'une certaine façon, c'est pas parce que la Terre est plate qu'il faut qu'on continue à nous servir des platitudes. Ça, vraiment, j'en ai par-dessus la tête. Voilà. Merci. Merci beaucoup Jean-Louis, merci à toutes et à tous. Merci encore une fois au Carreau du Temple. Le week-end Europe Refresh continue, vous avez des porteurs de projets qui sont